Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de me donner l'occasion de venir à Nantes pendant mes vacances. Et ça fait plaisir de vous voir et de croiser quelques têtes que je n'associais pas au territoire nantais, mais ça veut sans doute dire que vous brassez large et que cet événement est déjà un succès. Je veux associer à ma présentation mon collègue Geoffrey Beaujouan, tout simplement parce qu'une partie des réflexions ou des schématisations que je vais proposer sont issues d'un travail collectif, notamment dans le cadre de notre formation de master. Et voilà. Je ne prétendrai pas faire un résumé historique tel qu'on me l'a demandé. L'ergonome n'est jamais là pour respecter la commande. Donc je ne vais pas faire exception, je vais essayer de rappeler quelques brèves et puis surtout vous donner un point de vue sur ce que j'appellerais l'ergonomie développementale. Voilà, sachant que c'est un point de vue d'universitaire qui ne se veut pas exhaustif, qui est bien conscient que la pratique de l'ergonomie est bien plus large que ce qu'on peut en lire, notamment dans les publications. Et donc, je vais vous proposer une réflexion, un point de vue, mais qu'il est discutable et qu'évidemment, l'ergonomie, c'est d'abord ceux qui la font et pas trop ceux qui en parlent, même si je vais en parler. Voilà. Alors, ma présentation, ça va être 3 temps. Donc, quelques rappels d'histoire sur l'ergonomie et l'intervention. Aujourd'hui, parler d'intervention, ça paraît évident en ergonomie, ça n'a pas toujours été le cas. Ce qu'on pourrait appeler une ergonomie développementale, je vais volontairement peu utiliser le mot constructif ou constructif parce que il me semble qu'autour de ces notions, il y a à la fois une perspective qui est donnée et en même temps un besoin de clarification. C'est quelque chose de nouveau, de quelque chose encore à construire qui est devant nous, je pense. Et puis quelques questions que ces perspectives posent ou qui me semblent mériter d'être posées. Alors, ça n'a pas toujours été évident, ce que je disais tout à l'heure, de parler d'intervention ergonomique. La discipline s'est construite avant le métier, et d'abord par des chercheurs, et bien évidemment parmi lesquels, je ne peux pas ne pas le citer, on est au CNAM ici, donc je vais parler d'Alain Wissner, où la première approche consistait à considérer que l'ergonomie était d'abord un champ d'application. Un champ d'application de connaissances produites ailleurs et par d'autres, avec des disciplines mères comme la physiologie, la biomécanique d'un côté, ou la psychologie, voire un peu plus tard la formation des adultes, de l'autre côté. Et donc on a une caractéristique qui est d'abord que c'est une discipline, c'est-à-dire une institution qui se crée au sein de structures de recherche, où il s'agit d'appliquer sur le travail, par rapport à des problématiques émergentes de conditions de travail, des connaissances qui sont produites ailleurs par d'autres, et qu'on finira par appeler ergonomie un peu plus tard. Un deuxième jalon qu'on peut repérer, c'est le moment où on a commencé à parler d'études ergonomiques, c'est-à-dire le moment où des premières études de terrain, et donc plus de laboratoires, de terrain ont pu être menées, notamment grâce aux organisations syndicales et à leurs demandes et à leur capacité à négocier la présence d'ergonomes dans les entreprises. Avec cette étude Princeps qui est rappelée tout le temps, que je ne développerai pas ici. C'est moi qui raisonne. Vous entendez la même chose que moi? Ouais. J'ai rien changé. Je m'éloigne. Cette étude Princeps du travail des ouvrières qui était pensée comme un travail très répétitif, très physique et dont les célèbres collègues ont montré toute l'étendue, notamment dans la dimension cognitive de ce travail-là. Et grosso modo qui a amené l'ergonomie à se construire autour de sa capacité à produire de nouvelles descriptions du travail, l'idée étant que ces études permettent aux acteurs qui s'en saisiront, notamment les acteurs syndicaux, de
négocier, construire et élaborer à partir d'une nouvelle représentation, d'une nouvelle photographie du travail. Et bien sûr, pour cela, nous avons notre célèbre schéma à 5 carrés, si utile à la formation, qui essaie d'articuler un peu les dimensions micro et les dimensions macro, l'activité ou ce que j'appelle le geste professionnel, et ses déterminants, et puis la diversité de ses effets, qui concernent la santé des individus. Non. Et plus j'approche, plus ça résonne, non? Non? Ok. Si je montre le volume, ça va. D'accord. Ok. Je peux bouger? Voilà, donc les différents effets, je ne reviens pas sur le schéma qu'on connaît tous, mais qui quand même date de ces années-là, hein, et qui nous est encore utile aujourd'hui. Alors chacun le remet à sa sauce, mais qui nous est encore extrêmement utile aujourd'hui pour proposer à nos interlocuteurs d'autres manières de regarder le travail, l'activité de ceux pour lesquels on nous interpelle, en mettant en avant, d'une certaine manière, à la fois des effets non attendus ou non mis en visibilité au moins, ou non associés à la thématique, à la demande, et des déterminants, c'est-à-dire des cibles de transformation potentielles, qui se situent bien évidemment d'abord du côté du travail, c'est-à-dire, pour le dire autrement, pas du côté des individus, sauf que, quand même, depuis longtemps, on fait de la formation, on essaie de développer les compétences, et cette ergonomie constructive ou développementale met en avant, beaucoup plus qu'avant, le fait qu'on vise à transformer les acteurs. Autrement dit, ça remet en cause quand même assez fondamentalement cette maxime qu'on pourrait qualifier d'un peu désuète, hein, qui était l'ergonomie, c'est l'adaptation du travail à l'homme, sous-entendu pas l'inverse, c'est pas si évident que ça. Et puis est arrivée l'intervention ergonomique, alors que François Danielou associe à la création finalement du métier d'ergonome, c'est-à-dire à une sphère qui dépasse celle des chercheurs et qui l'associe à l'engagement dans la transformation. C'est-à-dire il s'agit plus simplement d'établir des photographies complexes, des nouveaux paysages et de donner aux acteurs l'opportunité de s'en saisir. Il s'agit d'assumer le fait que la recherche de solutions est aussi importante que l'établissement du diagnostic et que les acteurs ont besoin d'accompagnement. Et c'est à ce moment-là peut-être que le métier a pu se construire. Évidemment, je ne suis pas historien, donc je mets ces sujets à caution, tout ça. Probablement pour l'ergonomie de produits, Wissner chez Renault était l'un des premiers à avoir créé quelque chose qui ressemble au métier. Pour l'ergonomie de production, c'est d'autres collègues à la Saviem. Pour le conseil, c'est évidemment Jacques Christol. Mais vous voyez, tout ça se situe dans les années 60-70, et avec la création au sein du CNAM de ce qui s'est appelé une équipe intervention, où les chercheurs historiques, et Alain Wissner en premier lieu, ont eu cette idée bizarre de recruter des ouvriers. Jacques Durafour et François Guérin, pour... en tout cas, c'était sans doute une manière, François Danielou le dit comme ça, de montrer que l'accompagnement et la production de connaissances avaient besoin non seulement de gens qui travaillaient les concepts, mais également de gens qui avaient une expérience, je reviendrai sur ce terme tout à l'heure, une expérience du travail et du changement social. Et avec cet ouvrage qui est encore notre Bible à tous, dans beaucoup d'endroits, qui est le premier ouvrage disciplinaire que cette équipe-là a élaboré, qui s'appelle « Comprendre le travail pour le transformer », qui a été réédité de nombreuses fois aux éditions de l'Anacte. Voilà. Et c'est à cette époque donc que la demande en termes de formation adressée aux universitaires a également évolué, où il ne s'agissait plus d'enseigner les connaissances scientifiques sur le fonctionnement humain qui puissent être utiles à l'intervention, il s'est agi de commencer à enseigner l'intervention elle-même. Et ça change fondamentalement un certain nombre de choses. Et puis une question plus récente,
qui est sans doute le prolongement des débats sur l'intervention, c'est mais comment évaluer une intervention ergonomique? C'est-à-dire à partir de quels indicateurs peut-on dresser le bilan d'une intervention? L'idée étant pas de dire qu'il est positif ou négatif, c'est toujours plus compliqué que ça, mais l'idée étant de pouvoir apprendre, d'une part, de pouvoir apprendre de ce qu'on a fait, et d'autre part, de pouvoir valoriser, notamment dans la littérature scientifique internationale, cette approche qu'on qualifiait de francophone de l'ergonomie. C'est une question nouvelle, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pourrais en parler longtemps, mais c'est un débat qui est toujours contemporain. On le côtoie à l'université, mais j'imagine que vous le côtoyez aussi dans d'autres sphères. Est-ce que l'ergonome est quelqu'un qui applique des connaissances disciplinaires produites ailleurs et pour d'autres? Finalement, la question initiale par laquelle j'avais commencé tout à l'heure, elle est toujours bien présente. Ou alors, est-ce que l'ergonome construit des connaissances? À ce moment-là, l'activité de cet ergonome est connaissable, probablement digne d'un intérêt scientifique, c'est-à-dire qu'on peut produire des modalités spécifiques, je dirais ergonomiques de l'activité de ceux à qui on s'intéresse, qu'on peut modéliser sa pratique et qu'on peut construire des épreuves disciplinaires fiabilisant les connaissances produites d'un point de vue scientifique, mais probablement des épreuves qui ne relèvent pas toujours, en tout cas, des méthodologies expérimentales classiques, puisque nos méthodes d'intervention se frottent très mal aux critères expérimentaux classiques. Voilà, donc ça c'est la question, c'est une question contemporaine d'aujourd'hui, qu'on ait un certain nombre d'acteurs à essayer d'instruire dans la littérature internationale, et qui sert aussi à arbitrer pour ceux qui dirigent notamment les universités l'allocation des ressources en termes de formation et de recherche. Si on est dans le premier cas, où l'ergonomie reste un champ d'application, il n'y a pas besoin d'ergonomes. Il y a besoin de gens spécialistes de connaissances disciplinaires plus installés, on va dire, et qui appliquent ça au travail. Et on peut, c'est une clé de lecture d'un certain nombre d'évolutions universitaires d'aujourd'hui. C'est pas la seule, bien sûr. Voilà. Et tout ça nous amène finalement à se poser la question de classique, mais je n'aurai pas la réponse aujourd'hui, mais est-ce que l'ergonomie est un art ou une science? Voilà. Est-ce que, bon, j'ai pas la réponse, mais probablement qu'il n'y a pas de réponse simple. Tout dépend de ce qu'on appelle la science. Voilà. En tant qu'universitaire, on a envie de défendre que c'est une science, mais probablement pas au sens, j'ai envie de dire, positiviste du terme. Parce que quand même, nos interventions, ça ressemble à ça. On part d'un endroit un peu tout seul, d'une île, on essaie d'aller à un autre endroit, on ne sait pas trop avec qui c'est qu'on va faire monter dans le bateau. Il y a pas mal d'écueils, des rochers. On aurait pu décider d'un autre itinéraire, on n'aura jamais la réponse sur le fait que si on s'y était pris autrement, ça aurait mieux ou moins bien marché. On peut y réfléchir, on peut avoir une réflexivité par rapport à cette intervention, mais de la certitude, en tout cas à l'échelle d'une intervention, probablement qu'elle est difficile à acquérir. À l'échelle d'une trajectoire, de plusieurs interventions, d'une communauté de pratiques, peut-être qu'on peut construire des choses, des connaissances qui sont fiables, mais vous voyez bien que là on est dans un modèle d'élaboration de la connaissance qui ne ressemble pas du tout à cette science classique qui domine nos critères. En tout cas, voilà une illustration qu'on utilise beaucoup en formation à Clermont pour expliquer ce qu'est l'intervention. L'idée qu'il y a des modèles qui servent de point de passage, mais qu'entre les points de passage, il y a plein de bonnes raisons de choisir un itinéraire qui est toujours singulier, et que malgré ces points de passage, on n'est pas... on a toutes les chances d'aller dans quelques rochers et d'avoir besoin de quelques collègues pour remettre le bateau à flot. Alors, à travers ces évolutions historiques, on peut identifier quelques postures de l'ergonome, qui sont des postures, des positionnements que je qualifierais à la fois d'historiques,
mais également de contextuel, au sens où je pense qu'aujourd'hui, en fonction des contextes d'intervention, en fonction de la sensibilité de l'intervenant, on doit pouvoir trouver chez un même intervenant, selon les contextes, les trois postures un peu caricaturales, mais il faut bien décrire les choses, que j'évoque ici. Une posture de dénonciation, c'est-à-dire une posture d'extériorité. On est là dans l'expertise, hein, dans la production de l'étude qui donne qui livre aux acteurs un autre regard sur la situation et à eux de s'en emparer. Une posture de préconisation, c'est-à-dire on met déjà un certain pied dans la transformation, mais on n'accompagne pas. On produit notre photographie de la situation et on dit, si vous vouliez donc résoudre votre problème, probablement qu'il faudrait aller vers telle et telle orientation, axe de travail, on appelle ça comme on veut, plan d'action, etc. Et puis une autre posture qui je ne sais pas si elle est majoritaire ou quoi, mais qui est sans doute la plus récente et qui est celle qui a accompagné d'une certaine manière le succès de l'ergonomie dans les entreprises, c'est-à-dire d'être plus simplement un expert extérieur qui donne des outils dont les autres n'ont qu'à s'emparer, mais qui est quelqu'un qui est un acteur du projet, comme les autres, et qui assume une posture interventionniste au sens positif du terme, évidemment. Il est partie prenante d'un projet et il n'a plus simplement, entre guillemets, des enjeux de santé à assumer, mais également des enjeux de performance, des enjeux de fiabilité, de maintenance, etc. Enfin, tout ce qui fait la soutenabilité et la vie d'une organisation. Voilà. Et ces évolutions-là ont probablement amené à mobiliser des champs de connaissances différents, mais aussi des compétences d'intervenants différents. Et qu'en fonction des contextes dans lesquels on évolue, de la demande qui nous est adressée, de la manière dont on la transforme, immédiatement ou pendant ou après l'intervention, on ne mobilise pas les mêmes types de compétences, et que ça c'est un défi pour les formations en ergonomie, d'être capable d'identifier ces compétences bien distinctes, ces positionnements bien distincts sur lesquels vous avez à jouer au quotidien. Voilà, sachant qu'évidemment, cette posture, elle n'est jamais donnée, elle n'est jamais figée, elle est reconstruite en permanence. Elle dépend de la sensibilité de l'ergonome lui-même, elle dépend de la demande qui lui est adressée, et puis elle dépend de ce qui est acceptable dans l'entreprise. On va beaucoup parler d'ergonomie constructive et développementale. C'est une ambition à laquelle j'adhère, même si je poserai quelques questions. Globalement, j'adhère, je fais partie de ceux qui défendent ça. Et en même temps, il y a plein d'endroits où parler comme ça, c'est juste la meilleure manière de ne pas intervenir. Donc il faut en avoir conscience, et que entre les évolutions de la discipline, ce vers quoi elle nous amène à tendre, et puis ce qu'on peut faire au quotidien, c'est ce que j'appelle la question de l'acceptabilité. Et probablement que les démarches les plus ambitieuses sont celles qui sont réalisées dans des entreprises où on intervient à plusieurs reprises. C'est-à-dire où on gagne, par une première intervention à un périmètre réduit, une capacité d'influence plus grande qui nous permet d'être plus ambitieux le coup d'après. D'où, juste allusion, j'y reviens pas, la question de l'évaluation des interventions qui consiste à développer notre capacité de faire la démonstration qu'on a été bon malgré un périmètre très restreint d'intervention. Alors, aujourd'hui, une ergonomie constructive ou développementale, c'est ce qui semble être mis en avant par un certain nombre d'écrits, qui se traduit probablement par un rapport de plus en plus assumé à la performance, au-delà des dimensions individuelles, on évoquait les dimensions collectives, organisationnelles, avec un développement conjoint des individus et des organisations. Ça pose la question quand même, qu'est-ce que c'est que le développement d'une organisation? On a des connaissances scientifiques sur qu'est-ce que c'est que le développement d'un individu, qu'est-ce que c'est que le développement d'une organisation. Est-ce que c'est un objet vivant ou pas? Ça pose un certain nombre de questions, mais grosso modo, c'est ce vers quoi un certain courant, en tout cas en ergonomie de l'activité, nous amène.
On a probablement aussi des demandes plus importantes que dans l'histoire que j'ai dressée, qui sont d'emblée orientées conception, et que ça nous engage d'emblée dans des projets de développement, plutôt que dans des projets de réduction des contraintes ou des expositions. Et puis on a un contexte de changement à des fréquences qui sont décrites par les spécialistes des organisations comme n'ayant jamais été aussi importantes. Autrement dit, la pérennité des transformations techniques que l'ergonome peut contribuer à construire est plus faible que jamais. Et si on se place du point de vue du commanditaire, il faut se poser la question de quelle est la rentabilité aujourd'hui d'un investissement ergonomique. J'investis dans une compétence pour transformer un poste de travail, une ligne de production, un atelier, un service. Mais si mes produits, mes clients changent, notamment parce que le levier de la performance est aujourd'hui la flexibilité, si tout ça change rapidement, est-ce que ça vaut le coup de produire une organisation adaptée à la situation d'aujourd'hui, alors que cette situation est plus éphémère qu'avant. Et donc probablement qu'il y a aussi là les germes d'une réflexion sur une ergonomie qui, au prétexte, c'est comme ça que je le dis, au prétexte d'un projet de transformation de situation de travail, vise le développement des acteurs. Probablement que c'est une autre manière d'intervenir, faire plus que faire soi-même, on pourrait dire, et qui se justifie au moins en partie par le fait que le projet d'aujourd'hui est finalement l'occasion d'apprendre à être plus autonome dans le pilotage de son organisation demain. Voilà. Et on trouve, je ne vais pas être très long là-dessus, mais on trouve un déplacement de ces objectifs dans pas mal d'écrits sur la littérature, quelles que soient les thématiques qui sont aujourd'hui abordées, les thématiques classiques comme les troubles musculo-squelettiques ou les risques psychosociaux, la conception de dispositifs de formation, les nouvelles technologies ou ce qu'on appelle l'ergonomie prospective, ou l'évaluation des interventions. Voilà, c'est pas exhaustif, mais voilà quelques thématiques autour desquelles il y a une littérature qui s'élabore et qui me semble avoir cette orientation commune autour du développement des acteurs. J'ai souligné donc des individus pour le mettre en avant parce que j'y reviendrai tout à l'heure. C'est pas si évident que ça. En tout cas, ça pose quelques questions que d'associer développement des activités et développement des individus. On fait comme si ça allait de soi, comme si c'était équivalent. Je reviendrai tout à l'heure sur le fait que c'est peut-être pas si évident que ça. Voilà. Alors, après ce passage historique de pourquoi on en est là, bien sûr rapide et à compléter, qu'est-ce que ce serait du coup une ergonomie que moi j'appellerais développementale? Alors, il y a eu un ouvrage qui probablement est un peu une référence du démarrage de cette réflexion, coordonnée par Pierre Falzon et dans lequel ont collaboré beaucoup de collègues. Je suis au CNAM, je suis obligé de faire de la pub. Et grosso modo, qui met en avant le fait que, autour de la notion ou du concept d'environnement capacitant, l'idée qu'un environnement capacitant est un environnement qui permet aux personnes et aux collectifs de réussir, pas simplement en limitant les entraves, on pourrait dire en limitant les expositions, mais également en rendant les gens plus capables. Et donc de développer de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. C'est probablement une spécificité de l'ergonomie francophone ou de l'activité que de travailler ces notions-là, qu'on ne retrouve pas à ma connaissance dans la littérature internationale et qui, grâce aux efforts des collègues, trouve un écho dans la communauté anglo-saxonne aujourd'hui, puisque cet ouvrage a été traduit. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages de manuels français qui sont traduits en anglais. Ça mérite d'être souligné. Mais quand on parle de développement par l'intervention ergonomique, de quoi parle-t-on? Autrement dit, à quelle expérience engage ce type d'intervention ergonomique pour ceux qu'accompagne l'ergonome? On insiste beaucoup sur les enjeux, et à juste titre, les enjeux pour l'ergonome, c'est-à-dire en termes de méthodologie, qu'est-ce que ça change?
Hein, donc je ne reviendrai pas dessus, c'est plutôt, à mon avis, ce qui sera développé dans la journée. De réinsister sur qu'est-ce que ça change pour ceux à qui l'ergonome s'adresse. Si on veut être un peu plus précis, probablement qu'il y a d'autres manières de conceptualiser les choses, mais en tout cas, il y en a une que je vous livre ici, c'est de dissocier l'apprentissage et le développement. Au sens où certains courants théoriques sur lesquels je ne reviens pas nous amènent à considérer que le développement suppose un changement qualitatif et durable du rapport au milieu. L'apprentissage n'est que, même si ce n'est pas péjoratif dans ce que je vais dire, c'est une manière de distinguer, correspond au perfectionnement de savoir-faire, de compétences, mais dans un certain type d'engagement. Je peux développer mes compétences à réaliser mon activité professionnelle sans changer le rapport fondamental que j'engage avec mon travail. Mais juste me perfectionner dans mes compétences, mes savoir-faire, mes gestes, ma capacité à gérer la variabilité des situations, sans que ça change mon rapport fondamental au travail. J'appellerai pas ça du développement, j'appellerai ça de l'apprentissage. C'est pas moins noble, mais ça permet, me semble-t-il, de clarifier et de distinguer ce que seraient les objectifs d'une ergonomie développementale, au sens où une ergonomie développementale viserait à changer fondamentalement le rapport qu'un individu entretient à son travail. En tout cas, c'est une proposition de distinction. Autrement dit, une ergonomie, une intervention développementale serait une intervention qui vise à permettre aux acteurs qui sont impliqués une renormalisation majeure du milieu, pour utiliser les termes d'un collègue Yves Schwartz, ou d'un autre philosophe, Guillaume Leblanc, qui ouvre à d'autres allures de vie professionnelle. C'est pas perfectionner dans la voie dans laquelle on était, c'est permettre un autre rapport au milieu, une autre allure de vie. Et donc c'est un changement majeur du rapport engagé par l'individu au travail. C'est en ce sens-là qu'on peut parler d'une expérience avec un E majuscule. L'intervention ergonomique étant du coup une occasion de reconstruire le travail comme une opportunité de développement, de repenser avec le E et le A, le travail comme un milieu de vie. Autrement dit, l'idée c'est que pour différentes évolutions récentes du monde du travail, que vous connaissez tous, je ne reviens pas dessus, l'intensification, etc., on a quand même des formes d'engagement au travail qui sont relativement lointaines, limitées, et qui mettent à mal d'une certaine manière la possibilité de se développer au travail, par le travail, et qui en plus mettent à mal notre prétention à associer développement des individus et développement de la performance. Quand on défend en ergonomie que la performance se joue dans l'interstice entre le prescrit et le réel, pour le dire rapidement, c'est-à-dire dans l'investissement subjectif des acteurs à dépasser le cadre de ce qu'on leur demande, si cette performance elle se joue là, à partir du moment où on a des acteurs qui pour diverses raisons s'engagent moins, plus, pas dans leur travail, nos modèles d'intervention sont quand même mis à mal. Parler d'intervention développementale, d'ergonomie développementale, c'est peut-être une manière d'affirmer autrement l'idée que l'intervention peut être l'occasion d'une autre expérience de la construction du travail, et donc de redonner une capacité aux individus à influencer le cours de leur vie professionnelle d'une manière qui fasse que leur travail redevienne une opportunité de développement pour eux. Voilà. Alors, pour clarifier ça, on a essayé de mettre aussi, avec plusieurs collègues, dans un article du Travail humain récent, en dialectique, le concept de marge de manœuvre si commun à l'ergonomie et celui de pouvoir d'agir qu'on confond aussi assez souvent. Alors, la manière dont on a proposé de le faire ici, c'est de dire que la marge de manœuvre situationnelle, elle correspond aux possibilités de régulation qu'on a dans une situation donnée. On a de la marge de manœuvre, pour le dire un peu rapidement, on a de la marge de manœuvre si on a la possibilité de faire face dans des conditions qui soient à la fois saines pour l'individu, voire développementales,
et performante de faire face aux variabilités de la situation, c'est-à-dire de l'environnement, mais de l'opérateur lui-même. Ça dépend des caractéristiques du travailleur, ça dépend du milieu, et c'est dépendant des caractéristiques spécifiques locales d'une situation de travail. On peut avoir de la marge de manœuvre dans une situation de travail, et le même opérateur ne pas en avoir dans la situation d'à côté. Le pouvoir d'agir, c'est pas un rapport instantané, en tout cas dans la manière dont on le présente ici, c'est pas un rapport instantané à la situation, c'est un rapport général au milieu. Et c'est là que je propose de situer ce qu'on pourrait appeler l'ergonomie développementale, c'est-à-dire l'idée que l'intervention peut viser, peut-être à certaines conditions, j'y viendrai après, peut viser non pas simplement, même si parfois c'est très important, le développement d'une capacité de régulation des situations locales rencontrées, on pourrait parler de situations critiques, mais peut aussi viser, au prétexte de ce projet-là, l'évolution d'un rapport général au milieu. Et c'est plutôt en ces termes, dans cette acception, que je réserverai le terme de pouvoir d'agir. Bien évidemment, les deux sont en interaction et ils sont à ne pas dissocier, bien sûr. Si on pousse un peu le raisonnement, ça veut dire qu'intervenir sur le pouvoir d'agir, c'est probablement, ou en ergonomie développementale, en tout cas on l'a défini comme ça, c'est donner la possibilité aux individus de redévelopper un pouvoir normatif sur leur milieu, donc d'être à nouveau pour quelque chose de manière importante sur les choix qui configurent leur propre situation de travail, et donc la possibilité d'influencer ces processus qui configurent les situations de travail, que ce soit les processus de conception, les processus d'achat, processus d'investissement, de formation, etc. Autrement dit, ce que je crois que Flore appelait des dimensions stratégiques de l'entreprise tout à l'heure. C'est-à-dire ne pas limiter l'action de l'ergonomie à la situation locale sur laquelle on nous appelle, où il y a une contrainte quelle qu'elle soit, ou un projet quel qu'il soit, mais profiter de cette occasion comme une manière de transformer la capacité des acteurs à influencer les processus amont qui configurent non seulement cette situation-là, mais également toutes celles que ces processus génèrent dans le fonctionnement quotidien d'une organisation. Si on schématise ça autrement, à partir d'un modèle de l'intervention qui était proposé par Marie Bellemare, qui grosso modo, à propos des TMS, mais peu importe, nous montrait que la cible de l'ergonomie, c'était d'agir sur les déterminants des facteurs de risque qui conduisent aux symptômes. Il s'agit de rajouter un étage, ou une base, plutôt, à cette fusée-là, et de dire que ce que d'autres ont déjà bien sûr écrit avant que je le dise d'ici, mais d'essayer d'agir sur les déterminants des déterminants. Probablement qu'en agissant sur les niveaux supérieurs, on réduit les expositions. Probablement qu'il faut aussi jouer sur le développement des ressources, et que ça c'est constitutif d'une ergonomie développementale. Je ne reviendrai pas sur cet aspect-là, j'ai pas le temps. Mais probablement que les processus qui configurent les situations de travail quotidiennes doivent être une cible d'intervention. En tout cas, c'est ici que je propose de situer ce qu'on pourrait appeler une ergonomie développementale. Voilà. Et donc les concepts qu'on vient d'évoquer. Alors, poser les choses de cette manière-là, c'est à la fois extrêmement ambitieux, peut-être utopique, mais peut-être que c'est aussi une manière de clarifier les choses. C'est-à-dire, tout n'est peut-être pas ergonomie développementale, et peut-être que c'est pas grave. Peut-être que c'est pas atteignable dans tous les contextes d'intervention, et peut-être que c'est pour le coup d'après. En tout cas, c'est pas si évident que ça, que voilà, quand on précise un peu les choses, on doit absolument soutenir que toute intervention doit être développementale au sens où je viens de le définir, sauf à considérer développemental dans une perspective très globalisante, un peu c'est pas péjoratif parce que j'utilise moi aussi parfois comme ça, mais un peu fourre-tout, et à ce moment-là tout est développemental. Mais
si on pose les choses de la manière dont je viens de le dire, c'est quoi l'expérience qu'on propose aux individus quand on envisage une telle intervention? C'est pas du développement de compétences, c'est pas la même chose. On peut développer des compétences dans un rapport au travail inchangé. C'est de l'apprentissage au sens où je l'ai défini tout à l'heure. Probablement que parler d'ergonomie développementale au sens où j'ai défini, c'est agir sur les valeurs que nos interlocuteurs attribuent au travail. À partir du moment où on parle d'engagement, de mobilisation, de rapport au travail, on agit sur des valeurs. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Que diriez-vous si quelqu'un venait prétendre intervenir sur les valeurs que vous entretenez avec votre métier? Est-ce qu'il y a des conditions à cela? Probablement que oui, on répondrait spontanément. Et en même temps, je pense, ce sera ma conclusion dans 2 minutes, que c'est des conditions qui ne sont pas suffisamment instruites, non pas parce qu'on n'y travaille plus, mais parce que ce dont on évoque, c'est tout nouveau. Mais peut-être qu'il y a des conditions pour viser ça, que c'est pas tout le temps, et que si on le fait pas, c'est pas grave. En tout cas, qu'il y a quelques questions que je qualifierais d'éthique à poser, pour s'autoriser le droit d'intervenir dans la vie des autres, pas sur le poste de travail de quelqu'un d'autre, dans la vie des autres. Parce que c'est ambitieux. C'est refaire du travail un espace de développement, pas simplement un espace d'apprentissage, alors que pour des raisons très différentes, les acteurs ont pu construire leur développement ailleurs que dans le travail. Quelle est notre légitimité à intervenir pour dire le travail doit redevenir pour vous un espace de développement? Il y a le monde associatif, il y a la vie familiale, il y a des équilibres entre tout ça. Mais en même temps, si on ne tient pas cette posture-là, quelle est la valeur de nos modélisations? Je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure, l'engagement subjectif qui est au cœur de l'écart entre le prescrit et le réel et qui conditionne la partie de la performance sur laquelle on intervient. Si on abandonne ça, on fait quoi en tant qu'ergonome? Il ne s'agit pas de l'abandonner, mais peut-être que il y a des questions à se poser. En tout cas, l'intervention est une occasion pour faire ça. Parce qu'au prétexte de l'intervention, on a une espèce de contexte particulier qui nous autorise des formes de pilotage, de conduite de projet inhabituelles pour l'entreprise. Au prétexte d'une intervention et d'un tiers extérieur, on arrive à négocier des formes de construction sociale du changement qui sont inhabituelles pour la vie quotidienne de l'entreprise et qui engagent les individus dans une autre expérience de la transformation organisationnelle qui impacte in fine la transformation de leur situation de travail. Donc, on a une opportunité, grâce à l'intervention, pour faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelques conditions? Parce que l'expérience, au sens où je viens de l'évoquer, c'est une épreuve de soi au milieu. Transformer l'expérience des acteurs, c'est prendre le risque avec eux de se frotter à la transformation d'une organisation du travail qui peut ne rien retenir des modalités participatives qu'on a mis en œuvre le temps de l'intervention. Je pourrais développer dans les discussions ultérieures, si vous voulez, mais je citerai rapidement juste après un exemple où on a pu conduire une intervention qui réunissait une partie des ingrédients que j'ai cités, où un certain nombre d'acteurs, notamment l'encadrement intermédiaire, mais également des opérateurs, et la direction dans une PME, donc on a pu avoir tous ces acteurs-là, 250 personnes à peu près, changer significativement le rapport au travail d'un certain nombre d'acteurs, de refaire du travail un espace de développement. 3 ans après l'intervention, l'entreprise est rachetée. Plus aucune capacité décisionnaire de site. Des normes qui tombent du ciel sur des rythmes de production, des indicateurs, etc., qui n'ont aucun sens pour les acteurs locaux, mais qu'ils doivent mettre en œuvre. Et des gens qui souffrent plus après notre intervention que si on n'était pas intervenu. Autrement dit, il faut bien avoir en tête qu'une intervention développementale, c'est un bouleversement de l'expérience, c'est une prise de risque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la prendre, mais en tout cas, il faut quand même en avoir conscience et instruire ces questions-là. Bien sûr, notre postulat, c'est que c'est favorable au développement par le travail et à la performance, mais que
que ça pose quelques questions quand un acteur a construit ailleurs son propre développement personnel. On a des acteurs dans les organisations qui, à force d'échecs, à force de prendre des portes dans le nez, ont arrêté de lutter. On font ce qu'on leur demande, et puis si c'est pas bien fait, c'est pas très grave. Ils rentrent, ils sont tranquilles. C'est un rapport au travail, comme un autre. Sommes-nous légitimes pour transformer ça, pour viser à transformer ça? Je pense qu'on a toujours, les ergonomes ont toujours transformé ça. Mais avec cette ergonomie constructive ou développementale, ils assument que ça devienne un objectif, ce qui est un peu différent. Et puis par ailleurs, la construction sociale des jeunes, du rapport au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait des jeunes engagés dans leur travail. Mais on sait qu'ils rentreront sur le marché du travail de plus en plus tard, avec des statuts de plus en plus précaires. Et ils ont vu pendant tout ce temps-là, autour d'eux, des familles, des amis, marqués par les évolutions des 20 dernières années du travail, les effets de l'intensification des TMS, des RPS, etc. Franchement, avoir un fort engagement dans le travail dans ces conditions-là, c'est la meilleure manière de tomber dépressif. Autrement dit, il y a une construction, pas identitaire, mais il y a une construction sociale d'un rapport distant au travail qui protège un certain nombre d'acteurs d'un travail qui, dans certaines circonstances, n'autorise plus d'être construit comme un espace de développement personnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter, mais ça veut dire qu'il faut avoir conscience que l'expérience qu'on propose, elle vient bouleverser ces rapports-là, et que ça peut produire des développements, et que ça peut aussi produire... c'est pas anodin. Donc c'est une prise de risque. Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'instruire un peu plus, pas que ce que les gens ont à gagner, quand on leur propose ça, mais aussi ce qu'ils ont à perdre. Et j'ai pas lu, j'ai pas vu, j'ai moi-même pas beaucoup travaillé sur cet aspect-là, mais il me semble que c'est important. Voilà, donc ça, c'est des réflexions qui sont issues d'interventions récentes, notamment la première, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure. La deuxième, par exemple, encore plus récente, c'est une intervention qui s'est arrêtée l'année dernière. On accompagnait un gros service de santé au travail dans une réorganisation structurelle, avec l'accompagnement de création de nouveaux métiers, enfin tout ce que beaucoup d'entre vous connaissent. Appelé et poussé, vendu à la direction qui ne voulait pas trop de nous au départ, par un métier, qui, après une phase de diagnostic, quand il s'est rendu compte de ce à quoi on l'engageait, alors que la direction nous proposait de continuer en phase d'accompagnement, c'est le métier qui nous a fait rentrer qui nous a mis dehors. C'est-à-dire, quand il a vu à quoi ça engageait, que de réfléchir sur le métier, de développer une forme de pouvoir d'agir sur l'organisation, ça ne les a pas intéressés. Et ça leur a même fait peur dans leur capacité à préserver leur autonomie individuelle, leur marge de manœuvre, etc. Donc, voilà. C'est pas sûr que plus de pouvoir d'agir, ça intéresse toujours, tout le temps et tout le monde. Évidemment, j'adhère à cette idée, il faut y voir. Mais c'est pas sûr qu'il faut sortir peut-être de notre illusion. C'est pas systématique que ça, c'est pas si évident que ça intéresse tout le monde en toutes circonstances. Et probablement qu'on a besoin d'instruire davantage les conditions à partir desquelles nous nous autoriserions ou pas à tenter de changer la nature du rapport d'un individu à son travail. Voilà, pour ne pas être cet ergonome développemental qui aurait tellement de questions lourdes, non instruites dans sa charrette, qu'il aurait plus les pieds sur terre. Merci de votre attention.